Aidez-moi. La veille des funérailles de ma petite fille, une voix faible s'est fait entendre quelque part. Quoi? En tendant l'oreille, il semblait qu'elle venait de l'intérieur du cercueil. Tremblante de peur, j'ai ouvert le couvercle. Et là, j'ai trouvé ma petite fille de 3 ans, qui était censée être morte de maladie, enchaînée à l'intérieur. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Mamie, tu sais. Lorsque des vérités incroyables sont sorties de la bouche de ma petite fille, les mots m'ont manqué. Impardonnable. Comment cela a-t-il pu arriver? La colère qui montait en moi dépassait toutes mes limites. J'ai perdu mon mari dans un accident quand j'avais 38 ans. Veuve, j'ai consacré toute mon énergie à élever mon fils, Thomas, qui avait alors 13 ans. Quand Thomas a eu 34 ans, il a épousé une femme nommée Émilie. Tu peux enfin te reposer maintenant, m'ont dit mes amis, reconnaissant toutes ces années de sacrifice. Thomas et Émilie habitaient à environ une demi-heure de route de chez moi, une distance confortable. Peu après leur mariage, on a appris qu'elle était enceinte, et j'attendais avec impatience la naissance de mon premier petit enfant. Lors du 3e trimestre d'Émilie, je leur ai rendu visite avec des légumes du jardin. On ne savait pas encore, mais ce sera une fille, m'a dit Thomas. Oh, quelle belle nouvelle! Ai-je répondu. Oui, mais moi, je voulais vraiment un garçon, a-t-il soupiré. Le couple semblait visiblement déçu que ce ne soit pas le sexe souhaité. Avec une fille, vous pourrez vous amuser à choisir de jolies tenues, ai-je dit pour essayer de les réconforter. Bien sûr, pour moi, le plus important était que le bébé naisse en bonne santé, mais je voulais simplement remonter leur morale. Pourtant, ils étaient tellement choqués qu'ils n'ont même pas répondu. Je me suis dit qu'une fois leur adorable petite fille dans les bras, ils oublieraient vite leur déception. Quelques mois plus tard, ma petite fille est née en bonne santé. Ils l'ont appelée Emma, et elle était d'une douceur indescriptible. Je comprenais enfin ce que signifiait trop précieuse pour être décrite avec des mots. Je leur rendais visite dès que je pouvais pour voir ma petite fille. Mais en observant Thomas et Émilie, quelque chose me dérangeait. Même quand Emma pleurait longtemps, ils ne réagissaient presque pas. Oh là là, qu'est-ce qu'il se passe? Disais-je en la prenant dans mes bras, mais Émilie me lançait un regard noir. Belle maman. Ne la portez pas, elle va s'y habituer. Mais n'était-ce pas cruel de la laisser pleurer ainsi? J'essayais de soulager un peu Émilie, mais ce n'était visiblement pas la bonne chose à faire. Thomas intervenait avec un air agacé, elle pleure juste parce qu'elle est fatiguée. Aujourd'hui, on apprend au bébé à s'endormir seul dès le plus jeune âge. Ils semblaient tous deux irrités que j'ose donner mon avis. L'éducation des enfants a bien changé depuis mon époque, me suis-je dit en décidant de ne plus rien dire, mais mes doutes sur leur manière d'éduquer Emma ne faisaient que grandir. À chaque visite, Emma portait des vêtements trop petits ou trop grands et se jetait sur les goûters que j'apportais comme si elle mourait de faim. Je me demandais s'il s'en occupait vraiment bien. Inquiète, j'ai tenté de parler à mon fils, espérant lui proposer mon aide. Arrête de faire des remarques. Ce ne sont pas tes affaires. A-t-il crié, refusant d'écouter. Et plus je parlais, plus je le voyais se comporter durement avec Emma. Voyant cela, j'ai fini par me taire. Peu de temps après, vers les 3 ans d'Emma, Émilie est tombée enceinte de leur 2e enfant. Pendant que je gardais Emma lors d'un rendez-vous prénatal, ils sont revenus fous de joie, c'était un garçon. Oui. Je suis trop content. S'est exclamé Thomas. Quelle bonne nouvelle. Emma, tu vas avoir un petit frère, ai-je dit. Oui. J'ai hâte de le rencontrer. S'est écriée Emma. En voyant leur bonheur, je me suis sentie soulagée. Peut-être qu'ils allaient enfin devenir une vraie famille. Mais ce soulagement n'a pas duré. À cette époque, Emma a commencé à tomber malade régulièrement. À plusieurs reprises, Thomas m'envoyait un message la veille d'une visite prévue, « Demain, ce ne sera pas possible ». Quand je demandais pourquoi, il me disait qu'Emma était malade. Même quand je proposais de venir pour l'aider, il refusait. Après beaucoup d'insistance, ils ont finalement accepté que je passe, et je me suis précipitée chez eux. Quand j'ai enfin revu Emma, elle était extrêmement amaigrie. Elle ne devrait pas être hospitalisée? Ai-je demandé. Si elle est à la maison, ce n'est pas si grave, non? Thomas a baissé la tête, cachant son visage dans ses mains. On a pensé que ce serait mieux pour elle de passer ses derniers moments à la maison, dit-il d'une voix tremblante. En entendant ces mots, j'ai compris que quelque chose de très grave se passait. Quel est son diagnostic? C'est si sérieux que ça? Je n'arrivais pas à y croire. J'aurais tout donné pour prendre sa place. Ensuite, je venais aussi souvent que possible, mais Thomas et Émilie m'en empêchaient de plus en plus, ça risque de la fatiguer. Cela a duré environ 1 mois, puis le drame est arrivé. Emma est décédée, m'a annoncé Thomas, et mon monde s'est écroulé.
Elle n'avait que 3 ans. Tant de belles choses à vivre encore. Je me suis effondrée. Je m'inquiétais aussi pour Émilie, enceinte de son 2e enfant, imaginant son immense douleur. Quand je suis allée chez eux, les préparatifs des funérailles étaient en cours et Emma reposait déjà dans son cercueil. En m'approchant pour la voir une dernière fois, Thomas m'a arrêtée. Non, ne l'ouvre pas. Elle a subi des traitements lourds, son corps est abîmé. Je ne veux pas que tu la vois comme ça. À ce point-là ? J'ai imaginé une fin atroce, au point de ne même pas pouvoir la regarder. Une partie de moi n'acceptait pas cela, mais je me suis dit qu'Emma vivrait à jamais dans mon cœur. J'ai changé de sujet et demandé à Thomas si je pouvais aider, mais il a répondu « Non, pour l'instant, tout va bien ». Alors je suis rentrée chez moi. Le lendemain, jour des funérailles, je suis retournée chez eux. Étrangement, j'étais la seule présente. Qui d'autre vient ? Ai-je demandé. Personne. On veut une cérémonie intime, juste en famille, a répondu Thomas. Les parents d'Émilie travaillent à l'étranger. Nous les avons contactés, mais ils ont dit qu'ils ne pourraient pas arriver à temps pour les funérailles, même s'ils viendraient plus tard. Je comprenais que c'était soudain, et qu'il pouvait être difficile pour eux de revenir dans un délai aussi court. Nous offrirons à Emma un adieu digne, même si ce n'est qu'entre nous, pensais-je. Je me tenais devant le cercueil, me remémorant le temps passé avec Emma, lorsque le téléphone de Thomas sonna. Il sortit pour répondre à l'appel. À ce moment-là, j'ai entendu une faible voix dire « à l'aide quelque part ». En tendant l'oreille, j'ai compris que cela venait de l'intérieur du cercueil. Tremblante, j'ai ouvert le couvercle, et à ma grande stupeur, il y avait Emma, qui était supposée être morte, enchaînée et suppliant qu'on l'aide. Emma. Mais que se passe-t-il ? J'étais bouleversée par ce revirement soudain. Mais je savais sans l'ombre d'un doute que mon fils et ma belle-fille étaient impliqués. Je l'ai rapidement aidé à sortir et les cacher dans le placard, lui disant « Attends ici juste un moment, d'accord ?» Émilie avait commencé le travail. Thomas est revenu en courant, l'air surexcité. « J'emmène Émilie à l'hôpital maintenant, tu devrais rentrer chez toi, dit-il en ramassant les affaires de sa femme. Et les funérailles d'Emma, demandai-je. Ce n'est pas important maintenant. Ce qui compte, c'est le garçon qui va naître, répondit-il comme si c'était la chose la plus normale au monde, sans même changer d'expression. Mais c'est triste de laisser Emma toute seule. Je vais rester ici pour veiller sur elle, proposai-je, pensant qu'il serait plus simple de rester dans la maison. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas là que tu peux regarder dans le cercueil. Ça rendrait Emma triste, me prévint Thomas, l'air pensif avant de quitter rapidement la pièce. Même si tu me dis de ne pas regarder, c'est déjà trop tard, pensai-je. Après avoir confirmé que Thomas et Émilie étaient partis, je me précipitai vers le placard où Emma attendait. Emma, c'est bon maintenant, lui dis-je en la serrant fort dans mes bras. Je suis tellement heureuse que tu sois en vie. Ensuite, j'ai entendu une histoire incroyable venant d'elle. Comme je le soupçonnais, Thomas et Émilie étaient bel et bien les coupables. Je ne leur pardonnerai jamais. Incapable de contenir ma colère, j'ai décidé de les punir et de commencer à les coincer. Le lendemain, j'ai reçu un appel de mon fils. Un petit garçon en parfaite santé est né, annonça-t-il d'une voix joyeuse. Félicitations. Il faut fêter ça. Je viendrai à l'hôpital tout à l'heure, répondis-je. Environ 3 heures après l'appel, je me rendis dans la chambre d'hôpital d'Émilie. Regarde, maman. C'est notre fils tant attendu. N'est-il pas mignon, dit Thomas avec excitation dès que j'entrai, tenant son nouveau-né dans ses bras. Lui et Émilie échangèrent des regards complices, souriant de bonheur. Vous ne sourirez pas longtemps, pensai-je. Quand je leur ai demandé au sujet des funérailles d'Emma, leurs expressions changèrent immédiatement. Oh, on est occupé avec le nouveau bébé, alors on a décidé de juste la faire incinérer sans cérémonie. On te tiendra au courant une fois que ce sera fini, répondit Thomas d'un ton désinvolte, comme s'il s'agissait d'une corvée. Le moment de leur punition était arrivé. J'ai fait un petit signe derrière mon dos, et Emma a couru vers le nouveau-né. Ouah! Il est trop mignon. C'est mon petit frère, hein? En voyant cela, mon fils et sa femme étaient visiblement choqués, regardant Emma puis moi avec stupeur. Oh mon Dieu! Emma! Je fis semblant d'être surprise par sa présence. Tu as ouvert le cercueil. Je t'avais dit de ne pas le faire. Me reprocha Thomas, le ton sec. Je le fixai intensément. Comment as-tu pu l'enchaîner et l'enfermer dans un cercueil? C'est abominable. Ça ne te regarde pas, non? J'expliquai comment j'avais découvert Emma. Quand j'ai ouvert le cercueil, sa bouche était bâillonnée, mais le tissu avait un peu glissé, ce qui lui avait permis d'appeler à l'aide.
Imagine un peu la peur qu'elle a dû ressentir, seule, incapable de bouger, dans cette boîte sombre, dis-je. En entendant cela, mon fils étreignit soudainement Emma très fort. Tu es revenue à la vie. C'est formidable, n'est-ce pas, Émilie? Oui, vraiment, ajouta Émilie. Il faisait semblant, pensant pouvoir me duper. Emma, peux-tu me dire pourquoi tu étais dans cette boîte, demandai-je à ma petite fille avec un sourire doux. Eh bien, papa et maman m'ont bien serré fort. Puis ils ont dit qu'un démon arrivait, alors je devais attendre là, expliqua Emma, butant un peu sur les mots, mais faisant de son mieux. Elle dit ça, mais vous pouvez m'expliquer ce que cela signifie? Demandai-je. Thomas avait perdu son assurance et se faisait silencieux. Ne voulant pas qu'Emma voie ce qui allait suivre, je lui dis, j'ai besoin d'avoir une discussion importante avec tes parents maintenant. Tu peux attendre dans le couloir avec mon ami? D'accord, je comprends, répondit-elle. J'avais demandé à une amie de m'accompagner pour m'aider dans cette situation. Une fois qu'Emma fut sortie de la pièce, je me tournai lentement vers Thomas et Émilie. Maintenant, j'ai besoin que vous m'expliquiez tout clairement, dis-je. Incapables de supporter mon regard perçant, ils détournèrent rapidement les yeux. Tu ne peux pas croire ce que dit un enfant. Elle n'a que 3 ans. Sa mémoire n'est pas fiable, tentait-il désespérément de nier, refusant d'admettre leurs actes. Je sortis un carnet de mon sac et le leur tendis. Mais ce qui est écrit ici est bien réel, n'est-ce pas? La voix de Thomas trembla. Comment tu as? Ce carnet contenait les détails de leur plan. Tu veux que je lise à haute voix? Les funérailles sont fausses, c'est pour tromper maman. Plus loin, il était écrit que s'ils déclaraient Emma morte, ils espéraient recevoir une aide financière pour les frais funéraires. J'avais trouvé cela en fouillant dans leur chambre après leur départ précipité pour l'hôpital. Fouiller dans la maison de quelqu'un, c'est le pire, lança Thomas. Mais ce ne sont que des notes sur un drama policier que j'ai vu à la télé l'autre jour, déclara-t-il avec aplomb, en arrachant le carnet de mes mains. Il avait l'air triomphant, mais bien sûr, ce n'était pas la fin. Et ça, alors? Dis-je en sortant un autre document de mon sac pour le tendre à Thomas. C'est quoi, ça encore? Demanda-t-il d'un ton agacé. C'était le rapport médical d'Emma. Quand je l'ai sauvée et prise dans mes bras, elle a grimacé de douleur en disant « ça fait mal ». En soulevant ses vêtements pour vérifier, j'avais vu plusieurs ecchymoses sur son corps. Soupçonnant mon fils et ma belle-fille de l'avoir maltraitée, je l'avais immédiatement emmenée à l'hôpital. Le médecin m'avait dit « cet enfant a subi des violences physiques à répétition, et son état nutritionnel est inquiétant. Est-ce qu'on ne la nourrit pas correctement ?» Il m'avait ensuite remis ce rapport médical. C'est donc pour ça qu'Emma s'était jetée sur la nourriture la dernière fois que j'en avais apporté chez vous, dis-je. Il gardait la tête baissée, sans répondre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? Insistai-je. Au début, mon fils ne voulait même pas croiser mon regard, puis il s'assit lourdement sur une chaise, jambes écartées. On voulait un garçon, mais c'est une fille qui est née. C'est ça, le problème, lâcha-t-il. Les enfants sont des cadeaux précieux, répondis-je, horrifié. N'importe quoi. Les filles, ça ne sert à rien, non, répondit Thomas, comme s'il avait abandonné toute tentative de cacher la vérité. Il se mit à parler sans s'arrêter, expliquant qu'en découvrant que leur deuxième enfant serait un garçon, ils avaient décidé qu'Emma n'était plus utile. Cependant, une disparition soudaine aurait semblé suspecte, alors ils avaient élaboré un plan, prétendre qu'elle était malade, puis annoncer sa mort. On ne la nourrissait presque plus, donc on pensait qu'elle finirait par mourir toute seule, dit mon fils avec un rictus, avouant l'horreur avec une désinvolture glaçante. Mais une chose me dépassait. Même en disant ça, vous ne l'avez pas tuée. Est-ce que, malgré tout, au fond de vous, vous aimez encore Emma, en tant que parent? Thomas et Émilie échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire. L'amour? Ça n'existe pas. Si elle mourait, on perdrait les allocations familiales, et notre revenu baisserait, dit Thomas. Exactement. Le seul qu'on veut aimer, c'est ce fils, ajouta Émilie en caressant tendrement la tête du bébé dans ses bras. À ce moment-là, j'ai senti que ma colère atteignait son apogée. Dans ce cas, pourquoi l'avoir enchaîné et enfermé dans un cercueil? Criai-je, en retenant l'envie de leur en coller une. Mais ma fureur ne semblait pas les atteindre. Mais ça ne créerait pas la bonne mise en scène? Tu comprends? Et puis, les enfants, ça peut faire des trucs imprévisibles, alors on s'est dit que ce serait plus sûr de l'attacher et de l'enfermer, expliqua mon fils d'un ton détaché. Mon corps tremblait de rage devant son attitude dénuée d'émotion. En plus, tu venais tout le temps chez nous pour chouchouter Emma, alors on avait peur qu'elle finisse par te raconter ce qu'on lui faisait, continua Thomas.
Donc, vous avez simulé sa mort pour m'éloigner ? Demandai-je. Bingo, répondit-il avec un sourire. Maintenant qu'on a notre garçon, tu peux garder Emma si tu veux, ajouta-t-il. Voilà. On n'a plus besoin d'elle, alors fais ce que tu veux, renchérit Émilie. Il traitait Emma comme un objet. Et pire, il semblait en tirer du plaisir. Avant même que je m'en rende compte, j'avais attrapé mon fils par le col. Tu veux te battre ? Je vais pas me retenir juste parce que t'es ma mère, dit Thomas d'un ton provocateur. Mais je me rendis compte que céder à la violence, ce serait devenir comme eux. Alors je le lâchai et les fixai froidement. Je vais élever Emma, et aussi votre fils nouveau-né, annonçai-je. Quoi ? T'es folle ? On ne te laissera jamais notre fils. Crièrent-ils, hors d'eux. C'était le moment d'asséner le coup final. J'ai déjà signalé cette affaire à la police et au service de protection de l'enfance. Préparez-vous à répondre de vos actes devant la justice, dis-je. À ces mots, Émilie attrapa le bras de Thomas et se mit à le secouer frénétiquement. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Répétait-elle. Mais Thomas restait figé, sans voix. Je pense que la police ne va pas tarder à arriver, ajoutai-je. Attends. Et si vraiment ils nous prennent notre fils ? Qu'est-ce qu'on fait ? Demanda-t-il, paniqué. Ce n'est plus mon problème. Vous récoltez ce que vous avez semé. Répondis-je froidement. On prendra soin d'Emma maintenant, alors s'il te plaît, dis-leur que tu t'es trompé dans ton signalement. Implorèrent-ils en s'inclinant devant moi. Comme si j'allais croire ça, dis-je en les repoussant. Ils murmurèrent « Qu'est-ce qu'on va faire ?» avant de s'effondrer sur place. Par la suite, Thomas et Émilie furent arrêtés, et les enfants placés temporairement sous protection. L'affaire fit les gros titres dans les journaux et les magazines hebdomadaires, avec leurs noms et visages exposés au grand public. Même une fois libérés, ils devront vivre toute leur vie avec les regards et les murmures des autres. Quant à moi, j'ai fini par élever mes 2 petits-enfants. Avec un nouvel être cher dans ma vie, je n'arrête pas de sourire. Mes amis me disent « Tu parais rajeuni ces derniers temps ». C'est peut-être parce que j'ai retrouvé un but dans ma vie. Et je ne vais pas mentir, ça me fait plutôt plaisir. Emma m'aide beaucoup à la maison, et je suis sincèrement reconnaissante de l'avoir. Je suis déterminée à rester en bonne santé et pleine d'énergie pour les voir grandir. C'est ça, mon objectif désormais.